Bonjour à toi et bienvenue sur Envie Commune. Alors aujourd'hui on va voir ensemble la deuxième partie de Pour une enfance heureuse du docteur Catherine Guégan. On a bien déjà dégrossi le sujet et la première partie du livre dans la première vidéo donc, que j'ai tournée. Je vais te la remettre en barre d'infos si jamais tu n'as pas pu l'écouter. Alors je vais passer tout ce qui est vraiment sur le cerveau. Il y a énormément de passages donc dans le sommaire vraiment sur le cerveau, sur les molécules, ça parle énormément du stress, le cerveau à l'enfance, le cerveau à l'adolescence, le cerveau et le stress chez l'enfant. Le système nerveux est expliqué aussi dans le livre. Donc je vais passer un petit peu tout ce qui est par rapport au stress et par rapport au cerveau aussi pour vous laisser tout simplement découvrir le livre. C'est une partie qui est très intéressante, très enrichissante, mais aussi très difficile je trouve à réexpliquer. Je vous laisse encore une fois aussi en barre d'infos les conférences du docteur Catherine Guégan qui en parle aussi déjà à l'oral sur YouTube. Donc à la fin de la première vidéo, nous avions discuté, donc je vous avais présenté un sondage sur les violences ordinaires. Alors c'est vrai que je passe directement en fait aux violences éducatives ordinaires parce que je trouve ça vraiment intéressant de faire un point là-dessus et surtout ça m'a assez interpellée moi au début. Alors je connaissais déjà parce que je m'étais déjà un petit peu intéressée au sujet, mais c'est vrai que là il y a tout un chapitre sur la violence éducative ordinaire dans le livre. Donc cette violence est appelée violence éducative ordinaire VEO. Elle est dite éducative car elle fait partie de l'éducation à la maison, mais pas que, aussi dans les écoles. Et elle est ordinaire parce qu'elle est quotidienne, c'est assez banal finalement. Et c'est comme ça que fonctionne notre société. Donc aujourd'hui, il est assez normal, entre guillemets, parce que c'est quand même de plus en plus évoqué et on en entend parler un petit peu plus aussi, mais il est encore assez normal de punir un enfant, de lui mettre une fessée. Voilà, c'est considéré comme quelque chose que l'on pratique, même si il y a quand même des nouvelles lois qui sont intervenues récemment qui évoquent le fait que non, ce n'est pas quelque chose de normal, mais pour avoir une bonne éducation, beaucoup d'adultes ne voient pas comment faire sans punition et sans quelques souffrances quand même physiques et psychologiques, même si on ne le considère pas tel quel aujourd'hui. Alors tout d'abord je voulais vous dire que je ne fais aucun jugement sur la façon dont vous éduquez vos enfants ou quoi que ce soit. Là je vous parle vraiment du livre, de ce qui est évoqué et des constats qui sont faits par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on entend par violence éducative ordinaire? On entend tout d'abord les souffrances physiques, donc les fessées, donner une gifle, tirer les oreilles, les cheveux, ça se fait aussi. Même si on en entend moins parler, apparemment donner des coups de ceinture, un coup de martinet, c'est encore pratiqué aujourd'hui. Alors moi j'en étais loin, voilà, je ne pensais pas que ça se faisait encore, mais ça se fait encore beaucoup plus que l'on ne le pense apparemment. Il y a aussi le fait de mettre par exemple la tête de l'enfant sous l'eau. Alors ça c'est évoqué dans le livre, mais c'est vrai que là aussi c'est assez surprenant. Il y a aussi donc les souffrances morales, donc ça paraît assez anodin, c'est vraiment les mots vexants, humiliants, parfois un petit peu dégradants. Tu es nul, bon à rien, débile. Tu es insupportable, tu es infernal, tu es un vrai parasite. Bon, c'est quand même un petit peu dur, je trouve, mais voilà, ça blesse en fait profondément l'enfant et ça laisse des traces psychologiques et souvent ça reste en fait par la suite. Donc ça le déstabilise et ça reste marqué dans sa mémoire. Donc l'enfant peut perdre confiance en lui parce qu'il va se sous-estimer et il va vraiment penser qu'il est nul, minable, maladroit et incapable de faire des choses. Il y a une autre sorte de violence ordinaire, c'est la peur, la menace. Donc là aussi, on peut faire peur à l'enfant pour qu'il nous obéisse. Donc là, il y a une dominance en fait qui est faite par l'adulte sur l'enfant, sauf que l'enfant va subitement voir ses propres parents dans une véritable colère et lui, ça ne va pas du tout faire cet effet-là il va peut-être se soumettre, mais il va aussi perdre confiance en ses parents, avoir peur de ses parents, et progressivement, contrairement à l'effet attendu, en raison de cette violence qui est assez répétée entre eux, le lien entre le parent et l'enfant va se distendre.
ce qui paraît assez logique. On a vu aussi que l'amygdale, donc qui est le centre de la peur, est mature dès la naissance, mais que l'enfant n'a pas la possibilité de calmer son amygdale en se raisonnant et en prenant du recul. Donc pour lui, c'est impossible de se calmer de lui-même. Il va juste avoir cette peur. Et induire la peur chez le tout petit prend même parfois le masque de la gentillesse. Par exemple, viens, je vais te raconter une histoire. Donc là, vraiment, c'est aussi quelque chose que je voulais revoir parce que c'était là aussi surprenant. On a cette habitude de raconter des histoires qui font peur aux enfants, des histoires de loups, des histoires de monstres, des histoires de sorcières. Et finalement, à 5 ans, l'enfant a cette amygdale qui lui fait peur, mais ne peut pas se calmer. Donc, il a du mal aussi à différencier le réel et l'imaginaire. Et donc, forcément, quel est l'intérêt de raconter des histoires qui font peur à l'enfant, qui vont le terrifier, lui faire des cauchemars, alors qu'il est encore vulnérable à cet âge-là. Mais nous, on fait ça pour rire et on ne sait pas du tout en fait que c'est pas une bonne chose pour l'enfant, parce que je pense que tout le monde, enfin moi en tout cas, mais moi j'ai déjà entendu des histoires qui me faisaient peur quand j'étais petite, et là en fait le docteur Catherine Guégan nous dit que ce n'est pas une bonne chose de raconter des histoires qui font peur à un enfant, même si c'est quelque chose qui paraît naturel dans notre société. Et donc il faut aussi savoir que donc l'amygdale, donc elle est présente dès la naissance, et en fait les souvenirs de ces peurs vécues dans l'enfance vont rester fixés à vie dans son amygdale de façon inconsciente, et ça peut ressurgir plus tard en étant adulte. Donc ça a quand même des conséquences sur le plan psychique dans beaucoup de circonstances pour la suite une fois que l'on est adulte, et donc c'est comme ça que l'on se construit. Revenons à présent sur la fessée. Donc il est tout à fait naturel, entre guillemets, pour nous tous d'avoir reçu une ou deux fessées dans notre enfance. En tout cas, c'est assez répandu. Et ça fait souvent l'objet de plaisanteries. On dit souvent qu'une bonne fessée n'a jamais fait de mal à personne. Or, le docteur Catherine Guégan nous évoque beaucoup d'études et nous présente en fait beaucoup d'études qui ont été faites qui montrent l'impact des fessées sur le développement de l'enfant et aussi sur le comportement une fois adulte. Donc par exemple, elle nous parle d'une étude faite en 2012 par Tracy Afifi, professeure en sciences sociales, qui portait sur 34 653 personnes, qui montrait le lien en fait entre les punitions corporelles durant l'enfance, donc les fessées, les gifles, et le développement chez l'adulte de troubles de l'humeur, tels que la dépression, les troubles anxieux, la dépendance à l'alcool, aux drogues, etc. Il y a aussi une étude de Catherine Maguire-Jacques qui avait été faite sur 3870 enfants à l'âge de 1 an, 3 ans et 5 ans qui recevaient des fessées. Ces enfants se révélaient en fait plus anxieux que les autres enfants, dépressifs, et présentaient une augmentation très significative de leur agressivité dans le temps. Il y a aussi Elisabeth Gershoff qui avait observé 11 044 familles de différentes cultures et qui prouvait très clairement le lien entre la fessée et les troubles du comportement tels que l'agressivité, syndrome d'hyperactivité, la délinquance et la conduite antisociale. Et il y a bien d'autres études en fait qui sont présentées dans son livre qui nous démontrent vraiment l'impact de la fessée et les conséquences de celle-ci sur le développement de l'enfant. Alors que pourtant c'est quelque chose que l'on voit encore même aujourd'hui assez régulièrement. Donc une fois que l'on sait ça et que l'on voit toutes ces études, que l'on essaye d'aller un petit peu plus loin en allant regarder sur internet, bien sûr on ne peut que réfléchir un petit peu plus sur la façon dont ont procédé nos parents, qui ne savaient peut-être pas en fait cet impact que ça avait réellement, parce qu'ils n'avaient pas forcément les études nécessaires en face qui démontraient les choses. Mais maintenant qu'on le sait, bien entendu, on ne peut que évoquer le fait que ça reste une violence ordinaire et que il faut supprimer tout simplement ce geste habituel de l'éducation. Le docteur Catherine Guégan évoque aussi par la suite des recherches qui ont été faites à Harvard sur les paroles blessantes que l'on peut, en fait c'est l'humiliation, les paroles que les parents peuvent dire à leurs enfants et sur l'impact que ça a sur le cerveau. Bien entendu, elle nous parle aussi des violences physiques qui sont encore plus poussées, vraiment les coups avec le martinet, etc. Donc évidemment c'est néfaste là aussi pour l'enfant. Pour conclure, donc la personne qui fait subir à l'enfant sa domination par la violence alors qu'elle est censée le guider, ça montre une certaine incohérence, et finalement une éducation par la crainte, par la soumission, ça aboutit aux effets contraires de ce que l'on souhaite, c'est-à-dire une éducation réussie tout simplement.
Et donc les adultes humiliant verbalement les enfants sont de puissants modèles négatifs. Les enfants frappés, humiliés à la maison, jouent à reproduire ce qu'ils vivent en fait chez eux et ils deviennent eux-mêmes des enfants agressifs. Alors ensuite, Alice Miller est née en 1923 en Pologne, elle est décédée en France à Saint-Rémy-de-Provence en 2010. Elle était philosophe, psychologue et sociologue et elle a été l'une des premières à pointer l'impact de la violence des adultes sur le développement de l'enfant et sur son devenir. Donc pour les adultes qui ont subi des cruautés dans leur enfance, ils ont souvent tendance à les reproduire. Ils n'ont pas reçu d'empathie, ils ne peuvent en donner du coup. Et dans une interview réalisée en 1999 par Olivier Morel, donc fondateur de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, elle résume très clairement sa pensée. Je vois les racines de la violence et de la destructivité de l'adulte dans les traumatismes et les carences qu'il a subis et refoulés dans son enfance. J'ai peu à peu acquis la certitude, par mes patients, que les blessures subies pendant l'enfance se transforment à l'âge adulte en destructivité. J'ai été de plus en plus convaincue que mes patients avaient subi des enfances très malheureuses, mais qu'ils ne pouvaient pas admettre cette vérité. Ils idéalisaient leurs parents et se cachaient la vérité à eux-mêmes, aussi bien qu'à moi. Je pense qu'on peut éviter la destructivité si on traite les enfants dès le début avec respect, amour et protection. Et donc dans ces livres, Alice Miller étudie aussi l'enfance de nombreux tyrans et despotes qui ont tous en commun d'avoir subi eux-mêmes en fait dans leur enfance l'oppression, l'humiliation, la violence extrême. Donc les dictateurs cherchent dans le pouvoir absolu le moyen de contraindre les masses à leur témoigner le respect que leurs parents ne leur ont jamais accordé dans leur enfance. Voilà ce qu'elle dit. Donc je trouve ça là aussi très très intéressant. Alors pourquoi la VEO est-elle acceptée Donc le plus souvent l'enfant ne se révolte pas contre ses parents. Mais cette violence accumulée se déverse sur ses frères et sœurs, ses copains de classe, plus tard sur son conjoint, ses propres enfants aussi. Et l'on peut aussi être amené du coup avec le livre de Catherine Guégan à réfléchir sur une chose, la morale, si je te punis c'est pour ton bien, entraîne-t-elle pas une confusion des règles éthiques? On a le droit de faire du mal pour faire du bien. C'est dit comme ça, effectivement, c'est assez étrange quoi. Donc voilà, c'est la fin donc, de ces podcasts sur le livre Pour une enfance heureuse de Dr Catherine Guégan. Il y a encore énormément de choses que je n'ai pas évoquées dans mes vidéos. Il y a le droit aussi, il y a une partie sur le droit à la violence éducative, il y a une partie sur être parent. Il y a beaucoup d'adresses internet aussi dans le livre qu'elle donne. Elle donne différentes adresses donc pour comprendre aussi d'autres choses. Alors, c'est vraiment un livre qui est très intéressant, qui ne peut se lire malheureusement d'une traite, parce que sinon je pense que vous aurez assez mal à la tête. C'est quand même un livre qui est complexe, mais il est vraiment très intéressant, donc si vous pouvez vous le procurer, même en occasion, n'hésitez pas, prenez-le, parce que je pense qu'il peut vraiment vous faire changer d'avis sur beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous ont plu, et je vous dis à très bientôt.